New group, new group, new group. Huddle up. Give me a good huddle. Back up a little bit. Hey, play with some energy now. Let's go. Run it up. Run it in there. Run it in there. Hey, when in doubt, run it north and south. Ah. Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR pour ce podcast numéro 8. Nous allons évoquer aujourd'hui la défense, on a fait la dernière fois l'attaque et donc forcément c'est au tour de la défense cette fois-ci. Mais avant de parler de ça, je vous rappelle qu'il est très important de vous abonner à notre chaîne YouTube et également de nous suivre sur Twitter @NYGiantsFR et de vous abonner également, puisqu'il est avec moi, au Twitter de Thiergo. Comment ça va ce soir mon petit Thiergo ? Bah écoute, on se liquéfie un peu avec cette chaleur, heureusement qu'il y a de la pluie, mais sinon ça va, très content de pouvoir refaire un petit podcast. Ouais, on enregistre ça en fait en plein milieu de canicule et j'ai fermé les portes pour pas qu'on entende le bruit dehors et c'est horrible, je suis en train de suer, j'ai pris une douche il y a 4 minutes, je pense que je vais devoir en reprendre une juste derrière. Ouais. C'est absolument terrible, mais bon, parlons des actualités, parlons peu, parlons bien. Je sais que tu as envie de commencer par parler d'un joueur dont tu es amoureux. Il s'agit de Zach Deossi et tu as une triste nouvelle à nous raconter. Ouais, alors Zach Deossi, pour ceux qui ne voient pas qui c'est tout simplement le long snapper des Giants, qui certes n'était plus sous contrat cette année parce qu'il a quand même passé 13 saisons chez les Giants. C'était avec Eli Manning le dernier joueur à avoir participé aux 2 derniers Super Bowls de l'équipe et il avait été drafté en 2007. Et il vient d'annoncer sa retraite il y a quelques jours. Donc comme Eli Manning, c'est Once a Giant, Only a Giant. Exactement. Et alors pour ceux qui ne savent pas, long snapper, c'est un rôle de... Donc le centre réalise des snaps, c'est-à-dire que la balle est posée au sol, il la remet au quarterback qui est derrière lui, mais un long snapper, c'est quelqu'un qui va faire des snaps mais longs, environ 10-12 yards, et donc c'est un poste assez spécifique en fait. C'est, le mec rentre, il snappe sa balle sur 12 yards et il ressort, quoi, à peu de choses près. Ouais. Parfois il fait un plaquage, Deossi il était quand même assez chaud pour ça, il allait plaquer quand même, Ouais. Il attendait pas pour rien. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que Deossi, son père était long snapper pour les Giants fin des années 80, début des années 90. Il a fait 3 ou 4 saisons sous Bill Parcells et Belichick. Il était dans l'équipe du Super Bowl de 90. Donc Deossi a été à bonne école, forcément. Ouais. Et Deossi, quand il est arrivé en 2007 dans la ligue, il voulait être linebacker. Mais bon, c'était un 4e tour, il n'y avait pas forcément beaucoup de place pour lui. Donc il s'est essayé, comme beaucoup de rookies, tu essaies de faire tes preuves en special teams. Et lui, le long snapper, il y avait une opportunité. Et ce qui était incroyable, c'est que il snappait et puis après tu le retrouvais en bas du terrain à plaquer le punt returner. C'est vraiment un excellent joueur. C'est un poste de long, quoi. Exact, ouais, c'est un poste de long, mais c'est vrai que parfois c'est très bien d'être un peu spécifique comme ça te permet de consolider un poste là où linebacker forcément tu n'aurais peut-être pas joué beaucoup ou voire ta carrière aurait duré 1 an ou 2. Là il a réussi à jouer longtemps dans la ligue grâce à ça, donc c'est très bien joué de sa part. Et il a loupé très peu de matchs aussi, très peu blessé, et il a été une très bonne recrue pour nous. Ce que j'avais trouvé, c'était 199 matchs joués en 13 ans, donc seulement 9 matchs loupés. Sur la fin, dont 5 matchs loupés la saison dernière. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été renouvelé. Okay. Il était vieux. Il avait fait quelques loupés aussi, quelques mauvais snaps et tout ça, donc c'était peut-être le temps de passer à autre chose. Est-ce qu'il a des enfants, ce Zach Deossi ? Peut-être. Je ne saurais te dire, mais... On le saura dans 10 ans, quand on verra qui est notre long snapper dans 10 ans. Mais ce serait marrant qu'il y ait une 3e génération, sachant qu'en fait, les Deossi sont la seule, tu vois, c'est le seul duo père et fils à avoir gagné un Super Bowl dans la même franchise. Ah ok, excellent, super. Voilà. Et donc tu en as dans ton Excel des informations sinon, pour les autres actualités, donc on va encore parler de DeAndre Baker, puisque c'est l'épisode de l'été, c'est le feuilleton qui est sous le coup de 4 chefs d'accusation et qui a été placé sur la Commissioners Exempt List. Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer actuellement. Il n'a pas encore été jugé et bon, il y a quand même de grandes chances. Là, ça commence à sentir vraiment pas bon pour lui. Ça sent la chaussette. Et à mon avis, c'est une question de jours avant que les Giants décident de se séparer de lui, parce que plus ça va, ça s'arrange pas, quoi.
Ouais, alors là, pour le moment, en étant sur la commission exempt list, c'est comme s'il était suspendu. Enfin, c'est ça, C'est il est ça. suspendu. Donc, en Ouais. fait, il ne prend pas de place dans le roster des Giants. Il ne coûte rien aux Giants. Euh, bon, là, ce qu'ils disent, c'est que il risque jusqu'à 10 ans de prison. Sachant qu'en plus, il y a eu des histoires comme quoi il aurait essayé de payer des témoins pour qu'ils reviennent sur leur Exact. témoignage. Ouais. Enfin, c'est complètement foireux cette histoire. Et en plus, son supposé complice, là, Dunbar, lui, par contre, A n'est été pas, relâché. voilà, Il n'est il pas n'est pas poursuivi. poursuivi par manque de preuves, apparemment. Bon, donc tant mieux pour Dunbar. Voilà, donc DeAndre Baker, ça fait quand même vraiment mal, hein, puisqu'un premier tour comme ça, sur lequel on comptait beaucoup, et ça crée des trous dans le roster, et c'est Mm. bien embêtant, mais bon, voilà, malheureusement, il a été suffisamment stupide pour faire ça, Non, mais c'est donc embêtant, voilà. surtout avec l'opt-out. Ça nous permet de faire une petite Ouais, transition. ouais, L'opt-out de Sam Bill, et exactement. également cornerback. Et puis on reviendra aux positions de cornerback tout à l'heure. Mais du coup, on a quand même perdu deux gars importants dans cette escouade. Donc le opt-out, hein, on a 3 joueurs qui ont décidé de opt-out. Ça veut dire qu'ils ont décidé de ne pas jouer la saison pour cause de Covid. Leur contrat sera reporté, notamment Nate Solder, puisque Nate Solder a des problèmes de santé dans la famille, c'est notamment avec ses enfants. Mm. Et donc il ne veut pas prendre de risques. Voilà, si forcément tu as des enfants qui sont un peu faibles, tu n'as pas envie de leur ramener le Covid à la maison. Mm. Donc Nate Solder a décidé de ne pas jouer. Son contrat va être reporté. Donc l'an prochain, on se retape son contrat lunaire. Et le dernier joueur, c'est Damari Scott, donc là beaucoup moins important pour le coup. Mais c'est vrai que Nate Solder, bon, les discussions du coup qu'on est au dernier podcast, qui va être à gauche, le titulaire, bah là c'est un peu répondu. La question elle est vite répondue, j'ai envie de dire. Et Sam Beal, c'est embêtant puisque même si c'était pas un titulaire indiscutable, loin de là, mais il avait été quand même pas trop mauvais. Il a fait quelques bonnes choses, beaucoup blessé, notamment à l'épaule. Et il revenait là, c'était peut-être la saison pour lui enfin de concrétiser un peu ce vrai retour chez les Giants. Et donc c'est encore une saison blanche, c'est une carrière en dents de scie pour lui est très compliquée. Et je ne sais pas si un jour sa carrière arrivera à décoller. Voilà. Donc pour l'instant il y a des trous dans nos cornerbacks et on en parlera juste après. Mm. Dans les actualités, autre actualité, Ross Cockrell, donc qui était, puisqu'on parlait des cornerbacks, on essaye de se renforcer puisque on a 2 cornerbacks en moins, donc il faut les remplacer. Et on avait trouvé l'option Ross Cockrell qui est bien connu chez les Giants puisqu'il a joué chez nous, je crois, une saison, qui était après chez les Panthers et qui était un joueur assez solide, qui a pas mal d'expérience. Vu tous nos rookies, ça aurait été pas mal. Et finalement, on annonçait voilà Ross Cockrell chez les Giants et tout le monde était content. Et l'accord n'a pas été trouvé. Ils n'ont pas réussi puisque sûrement qu'ils demandaient beaucoup trop d'argent et donc les Giants n'ont pas validé. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau et on vient d'apprendre il y a quelques minutes, juste avant qu'on enregistre ce podcast, que Prince Smith, un rookie cornerback que les Eagles avaient récupéré mais qu'ils ont lâché pour diminution de roster en fait parce qu'ils avaient trop de joueurs dans le roster. Donc bon, on peut se dire que ça vient mettre un peu plus de monde sur le banc, mais c'est pas le joueur de l'année, a priori. Ouais, ouais, je pense que Ross Cockrell sait qu'il est un peu en position de force en ce moment avec les opt-out partout donc bah, il est un peu gourmand au niveau contrat. Et les Giants ont dû se dire que ça valait pas la peine de payer un gars aussi cher alors qu'on avait potentiellement du talent sur le roster, mais c'est sûr que là, il y a un manque d'expérience qui est criant dans cette escouade. À ton avis, est-ce que cette saison un peu bizarre qui s'annonce, on ne sait pas si elle va se jouer, etc., est-ce que les équipes sont moins enclins à claquer de l'argent sur des gros joueurs? Est-ce que ça peut jouer à ton avis? Je sais pas, de toute façon, tu connais ma position, hein. Moi, je suis très pessimiste quant à la réalisation de cette saison. Pour moi, il faut suivre le training camp parce que ça va être la seule action footballistique qu'on va avoir cette année. Mais de ce que j'ai lu, le cap va pouvoir être reporté. Le cap qui n'est pas utilisé cette année va pouvoir être reporté l'année prochaine. Donc il y a aussi une stratégie de gestion de ta masse salariale en disant ok, je perds quelques joueurs parce qu'ils ont décidé de faire un opt-out. Alors nous, on n'en perd que 3. Hein. Je crois que les Patriots, ils en ont perdu pratiquement 9. C'est hallucinant. Ouais, les Patriots, c'était assez violent. Ouais. Ils Voilà. revenaient souvent dans les news. Ouais. Et en plus des titulaires, quoi. Nous, au final, on peut dire qu'on a perdu qu'un titulaire et demi. Hein, parce que Sam Beal, c'était pas un titulaire ouais, il était à indiscutable. moitié. Et donc voilà, donc en fait, là, c'est de dire, bon bah voilà, on dépense pas, on
on claque pas tout l'argent qu'on a cette année parce qu'on pourra s'en resservir l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as 10 millions en cap, trop. tu vas les reporter l'année prochaine en plus? Tu auras ça en plus à dépenser, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ah ouais, ok, d'accord, Ouais. je comprends mieux la stratégie employée du coup, très bien. Très Ouais. bien, bah écoute, très bonne info encore une fois. Et donc, dernière news, mais qui n'en est pas vraiment une, c'est juste quand même pour vous informer que le training camp a bien lieu quand même, ça a fini par ouvrir. Les joueurs s'entraînent j'allais dire Giant Stadium, au MetLife Stadium. Donc voilà, ça suit son cours. Il n'y a pas de plaquage, on les voit, ils sont en casque uniquement. Ils se sont même entraînés longtemps sans le casque. Il n'y a pas de contact, on fait en sorte d'éviter au maximum le contact. Et moi, ça m'inquiète un tout petit peu pour la saison parce que souvent les coachs disent qu'on joue en match comme on s'entraîne, ce qui veut dire que si on fait pas de plaquage, c'est compliqué en match et on n'a plus l'habitude. Donc il faut quand même que ça cogne un peu. Alors évidemment, on essaye de pas se défoncer la tronche entre joueurs de la même équipe, mais il y a un moment, il faut quand même un peu de contact, sinon on n'arrive pas préparé pendant les matchs. Alors, ça va être pareil pour toutes les équipes, donc ça va. Mais malgré tout, il va quand même, voilà, c'est un tout petit peu dérangeant quand même. Alors, il y a deux choses qu'il faut garder en tête, c'est que l'absence de contact, en tout cas la réduction substantielle des contacts lors des training camps, elle date pas d'hier, hein. Avec le nouveau CBA, justement, le syndicat des joueurs avait demandé à ce que, tu sais, avant ils faisaient genre deux gros entraînements par jour, et on est passé à un par jour, et je crois que généralement, si je dis pas de bêtises, les 4 ou 5 premiers jours de training camp, c'est vraiment lié à la condition physique, à s'assurer que tout le monde est en bonne condition physique, à faire des exercices en 1 contre 1 ou en 7 contre 7 sans plaquage. Et puis après, une fois qu'on a passé cette première phase, et apparemment, je crois qu'on l'a passé aujourd'hui, et ben là, alors non, on l'a peut-être pas passé aujourd'hui, mais Mais là, c'est même pas qu'il y a même pas de 1 contre 1, c'est du 1 contre 0. C'est l'équipe d'attaque dans un côté et l'équipe de défense de l'autre. Personne, Oui. ils jouent pas l'un contre l'autre actuellement, Non, pour pas qu'il y ait de contact du tout. Mais ça va venir justement. C'est soit ça commence aujourd'hui ou dans les jours à venir, ou maintenant ils vont pouvoir commencer à avoir attaque contre défense. Bon, tant mieux. Mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que tu as des entraînements qui sont pas proches de la réalité, tu es un peu moins bien préparé à la saison, mais ça fait un moment que les coachs s'en plaignent en disant le nouveau CBA, enfin l'ancien CBA maintenant, puisqu'on en a renégocié un, ils en ont renégocié un cette année, n'était pas adapté parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, enfin voilà. Et puis n'oublions pas qu'il n'y aura pas de match de pré-saison non plus. Ça veut dire que des rookies qui vont arriver et qui n'auront aucun contact, c'est pas du tout la même histoire en NFL qu'en NCAA. Donc tu as des mecs qui vont faire leur premier contact, leur premier plaquage, ce sera en match officiel. Donc Ouais. c'est quand même et un adversaire en face de toi qui est dans ton équipe à l'entraînement, même si le mec il va à fond, c'est pas la même chose qu'un adversaire en plein match qui va Qui a envie jouer de t'arracher la 200% tête, plus. quoi. Ouais, voilà. Mm. Donc ça risque d'être assez violent, notamment pour la O-line qui aura peut-être un peu de mal à s'adapter au tout début, mais bon, ça reste des professionnels on espère qu'ils vont réussir à s'adapter assez vite. Mais voilà, ces matchs de pré-saison sont quand même importants malgré tout et ça, je pense que ça va manquer. Moi, je pense que ça va surtout, enfin, tu vois, ce training camp un peu spécial et l'absence de pré-saison, ça va surtout être préjudiciable pour nos rookies. Oui, c'est sûr. Parce que Il y en a beaucoup. autant les vétérans, certes, ça va être différent pour eux, mais ils sont déjà passés par cette étape-là, voire 2 ou 3 fois, voire plus, selon leur expérience dans la NFL. Mhm. Encore que nous, cette année, on a une équipe vachement jeune où Ouais. le doyen, c'est Sterling Shepard qui a 27 ans. Donc, Mais c'est pas le plus vieux de l'équipe. il me semblait, si je disais pas de bêtises, j'avais vu un truc comme ça, ou alors... Mais non, t'as des O-line qui ont 32, t'as des mecs plus vieux. alors, Regarde, qu'est-ce que j'ai Nate lu? Solder, il est plus vieux. Non, par contre, c'est le plus vieux qui a passé le plus de temps dans l'équipe des Giants. Ça, oui. Ah, c'est peut-être ça. Lui, c'est celui qui est le plus ancien dans l'équipe. Par contre, des plus anciens NFL, il y en a des plus anciens. Ouais. Mais oui, effectivement, il a dû passer combien de temps 5-6 ans peut-être chez les Giants. Ouais. Et il n'y a pas de joueur qui est chez nous depuis plus longtemps que lui. Donc voilà. Depuis la retraite de DOC. Exactement, ouais, tout à fait. Donc du coup, voilà, les rookies, moi j'imagine bien, enfin tu vois, imagine un Andrew Thomas, left tackle, qui se retrouve face à l'un des... j'ai plus Mais attends, nom le de- premier match, c'est contre qui? C'est contre les Steelers. Les Steelers, ils ont pas TJ Watt, les Steelers? Si.
Bah voilà. Ah, Mais voilà, voilà. et là, tu as envie de Easy. dire Welcome to the NFL, rookie. Ouais, mais attends, Et- mais regarde, imagine, il lui met un pancake sur le premier jeu, bam, tu vois, là, t'es lancé. Bon, j'y crois pas, mais. Attends, mais. On peut très bien espérer ça, hein. J'espère que tu auras raison. Mais en effet, c'est d'abord les Steelers. Après, c'est. Donc, TJ Watts, le premier match. Après, tu Ouais, as. en plus, c'est sûr qu'ils vont l'aligner face à lui volontairement, Voilà. c'est évident. Après, tu as les Bears. Donc, ça veut dire. Comment il s'appelle là, l'ancien. J'ai plus la mémoire des noms, je suis navré. Mais Moi non l'ancien plus, je l'ai Raider. pas. Il est qui avait été tradé pour une fortune aux Bears et les Bears avaient fait une très bonne. Bon bref, lui pareil, c'est un All-Pro. Khalil Mack. Khalil Mack, exactement. Il va le défoncer. Donc ça va Mais, être. mais sois pas pessimiste comme ça. Non. Mais alors, Qui va défoncer qui? bah, T'as pas précisé. c'est Khalil Mack qui va défoncer Thomas, hein. Mais Ah, c'est pas- bon, alors- il y a de grandes chances évidemment, mais peut-être qu'on a pioché une perle rare. Écoute, Et la semaine suivante, c'est les 49ers avec Nick Bosa. c'est un bon baptême du feu, voilà. Ah Qu'est-ce ouais, que ouais. tu. Ah ouais, Non, ouais. non, mais tu vois, on va prendre cher pendant 3 matchs, mais après le mec va être aguerri. Ou alors psychologiquement il va être détruit et il va plus jamais jouer. Eh ben, tu vois, en fait, c'était un peu pour ça que j'étais plutôt favorable à ce qu'on ait Ned Solder qui continue à être Oui, left tackle en me disant, Exact. bon, à la limite, s'il y en a un qui se fait défoncer, autant que ce soit le vétéran, c'est bon, il se remettra. Oui, c'était la discussion qu'on a vue la dernière fois, c'est ça, exactement. Mais bon, maintenant, on n'a pas le choix, on avance comme on peut, et puis on fera ce qu'on pourra, quoi. Mais oui, c'est vrai que quand on regarde les premiers matchs, on se dit que pour la O-line, ça va être assez violent. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses en actu qu'on aurait oublié? Écoute, non, moi je pense qu'on a fait un On a fait rapide le tour. tour. On va donc parler de la défense et on va essayer de faire le roster comme on l'a fait au dernier podcast avec l'attaque. Donc je vais, Thiergo, te lire les joueurs en commençant par la D-line et on va ensuite en discuter et voir qui on estime qui peut faire partie de l'équipe ou non. Est-ce que ça te convient comme ça? Non, mais j'ai pas trop le choix, hein. Le pauvre, il va faire une lettre, il est martyrisé, je l'oblige à faire des podcasts, c'est terrible. Donc, en défense, on a Nico Lalos, un undrafted free agent, qui venait d'une petite fac Dartmouth, qui était lui defensive end. D'ailleurs, c'est le seul qui est listé comme defensive end sur le site des Giants. C'est assez marrant parce que tous les autres sont juste D-line. BJ Hill, Dexter Lawrence qui entre dans sa 2e saison, RJ McIntosh, Chris Slayton, Dalvin Tomlinson, Austin Johnson qui est un D-line vétéran qui rentre dans sa 5e saison, qui a déjà fait 4 années avec les Titans, et Leonard Williams. Mais Leonard Williams, il est placé sur la liste de blessures non liées au football. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne sera pas là toute la saison? Non, ça veut dire qu'il peut revenir à tout moment, ça. Non, ouais, ça veut dire que là, pour le moment, il participe pas aux entraînements et il ne prend pas de place dans l'effectif. Mais le jour où les Giants décident de le réactiver pendant le training camp, et ben, ça veut dire qu'ils vont devoir virer quelqu'un pour qu'il puisse intégrer l'effectif et donc participer à nouveau aux entraînements et plus tard au match. Ok. Une saison. Ok, donc, alors, dans ces joueurs-là, donc on en parlait juste avant le podcast, on a le pilier pour nous, c'est surtout Dalvin Tomlinson, qui est un joueur, tu me disais, qui n'avait jamais été blessé depuis qu'il est arrivé. Ouais, il est à sa 4e saison. Il a joué tous les matchs, à chaque fois comme titulaire. C'est vraiment quelqu'un qui il est au milieu de la ligne, il tient son gap contre la course. Enfin moi je le trouve très dominant, hein. Oui. Alors certes, il va pas aligner les sacs, mais c'est pas son rôle. C'est-à-dire que l'année Non, pas dernière, du il a eu 3,5 sacs et 9 QB hits. Mais c'est du bonus, on va dire, pour lui. Il est là pour tenir le centre de la ligne et foutre le bordel, et il le réussit très bien. 3 sacs et demi sur un D-line intérieur, c'est bien, hein. Enfin, voilà, on n'en demande pas plus à quelqu'un comme ça. Ce qu'on demande surtout, c'est effectivement d'arrêter la course. Et ça, il le fait très bien. Il a quelques run stops très spectaculaires sur des force down ou ce genre d'action l'année dernière. Et c'est vrai qu'il a bien allégé le mal qu'on avait, puisqu'on a quand même une défense très moyenne l'an dernier. Et heureusement, c'était la petite étincelle dans cette défense. Si tu mets un joueur à côté de lui, du coup, puisqu'on a quand même eu... Moi, si je dois donner un point fort à cette défense, alors c'est dur d'en trouver, mais cette D-line, pour moi, ça reste le point fort, notamment avec Dexter Lawrence qui a fait une saison rookie assez énorme. Je me souviens quand il a été sélectionné, les joueurs étaient, enfin les supporters étaient pas forcément, voilà, on n'attendait pas forcément un joueur comme ça, puis finalement on se dit que il vient avec son gabarit de monstre là, c'est un vrai mammouth, le gars il prend la moitié de la ligne à lui tout seul. Ouais. C'est quand même très cool d'avoir un mec comme ça au milieu de la ligne à côté de Tomlinson.
Ouais, bah justement, pour répondre à ta question, le joueur évident aux côtés de Tomlinson, c'est Dexter Lawrence. Si tu mets Tomlinson à un poste de nose tackle, donc vraiment le gars qui est aligné sur le centre, Mhm, Dexter Lawrence est à côté de lui. mhm, Lui aussi, pareil, son job, c'est pas d'accumuler les sacs, mais il y en a quand même 2,5, donc ça veut dire que à ces 2 jours-là, ça fait 5 sacs. mhm. Alors on n'avait pas encore un front seven qui était ultra dominant, mais pour un rookie, il nous a montré de très très belles choses. J'attends énormément de lui sur sa deuxième saison. Et Tomlinson, je pense qu'il est parti sur sa lancée, hein. C'est un gars, en plus ça c'est un gars, il va arriver à sa 5e saison en NFL, il va vouloir son gros contrat. Donc Mm. il y a une grosse carotte pour lui à l'issue de cette saison. C'est vrai. Qui on met alors à côté de. Moi, je mets Austin Johnson. Ça me paraît. Alors, c'est un joueur qui. Je pense que c'est un bon joueur de rotation. Tu vois, c'est le mec qui est important pour faire quelques snaps et qui fait des snaps solides. T'as des mecs, Mm. tu vas les envoyer, ils vont faire des. Enfin, tu sais pas trop qui tu envoies, mais des gars comme Austin Johnson, c'est pas des titulaires. Par contre, c'est des mecs qui, d'après ce que j'ai pu entendre de lui, en tout cas, tu les fais rentrer, tu sais quoi attendre et tu sais qu'ils vont tenir la baraque. Donc, ça, c'est super important d'avoir des gars comme ça dans l'effectif. Ouais, tout à fait. Ouais, Austin Johnson, encore une fois, pour donner quelques chiffres, c'est donc comme tu l'as dit tout à l'heure, 4 ans NFL, 58 matchs joués et 13 titularisations. Il a le profil d'un backup nose tackle, donc il sera là pour relever Tomlinson quand celui-là il aura besoin de respirer un peu. Mhm. Je pense que c'est un bon ajout. En plus, il coûte pas cher, quoi. 1,5 million pour un an. C'est S'il vrai. peut, s'il peut justement nous permettre d'avoir un bon joueur, enfin c'est un bon joueur de rotation. Exactement, tout à fait. Donc, à côté, qui est-ce qu'on met? Il nous reste BJ. Alors, BJ Hill, c'est le joueur qui, dans sa saison rookie, avait été étincelant. On attendait vachement de lui. Il avait Mm, fait quelques sacs. Lui, il est pas vraiment nose tackle. Il va plutôt être un peu plus sur l'extérieur. mm. Et qui s'est un peu éteint l'an dernier. Alors, les joueurs qui sont éteints l'an dernier, je pense que ça peut être remis à zéro avec le nouveau coaching staff. Ils vont pas forcément en tenir compte. Et si t'as des mecs qui étaient un peu mis de côté, bah, forcément, ils ont une nouvelle chance. Pour eux, c'est cool en fait qu'il y ait un nouveau coaching staff parce que leurs chances sont un peu remises à zéro. C'est le cas notamment du running back. Comment il s'appelle On en parlait la dernière fois, notre troisième running back. Mince. J'allais dire Saquon Barkley, mais c'est pas le troisième running back. Non. C'est pas Dion C'est Wayne Lewis, Gallman. Wayne Wayne Gallman. Gallman. Oh, tu vois, c'est un peu le même genre de scénario. C'est un gars qui était vraiment mis de côté, on savait pas trop pourquoi, et peut-être qu'avec ce coaching staff, il peut être remis sur le devant de la scène. Mm. Donc BJ Hill, en fait, ses snaps ont vraiment diminué au fur et à mesure de la saison, donc il était peut-être pas au niveau attendu, et peut-être que ce coaching staff va le relancer. Je sais pas ce que tu penses de ce joueur-là, toi. Bah, je pense que ces snaps ont diminué tout simplement parce que les snaps de Dexter Lawrence augmentaient de plus en plus. Aussi. Lawrence l'a tout simplement effacé, a surperformé sur le terrain. Et donc il n'y avait pas vraiment de raison de laisser BJ Hill à la place du rookie. Mhm. Maintenant, pour moi, il attaque cette saison comme un backup. Comme je disais, quand on disait tout à l'heure, Tomlinson et Lawrence, ce sont les titulaires clairs et nets. Mhm. Le troisième titulaire dans cette D-line, et par D-line, en fait, j'entends défenseur avec la main au sol. Pour moi, c'est Leonard Williams. Oui, Euh, exact. donc, donc, à la limite, tant que Leonard Williams n'est pas de retour, ça va plutôt être BJ Hill qui va prendre ce poste-là. Enfin, je Mhm. pense. Mais c'est vrai que si tu mets une D-line avec Leonard Williams, Dexter Lawrence et Dalvin Tomlinson, juste à l'intérieur, plus après les outside linebackers qui vont venir à l'extérieur, je trouve que ça peut avoir de la gueule, hein. Bah, ça peut Tu avoir défends en énormément de gueule. 34, ça, Hmm. ça peut être vraiment pas mal, hein. Tout à fait, parce que on peut reprocher, on en parlera tout à l'heure, hein, mais on peut reprocher aux Giants de ne pas avoir de edge rusher suffisamment puissant. Élite, ouais. Voilà, on n'a pas un Clowney, on n'a pas un Khalil Mack, comme on disait tout à l'heure, mais on a quand même des gars qui peuvent faire le boulot, et si ils ont devant eux trois gros D-line qui sont capables de maîtriser les lignes offensives Mhm, adverses, mhm. bah, ça peut énormément faciliter leur travail. En fait, plus tu vas obliger le double team à l'intérieur, plus ça va Mm. laisser d'espace à l'extérieur. Puisque c'est Tout vrai que à si, fait. si à l'intérieur tu te dis, bon, bah, le mec est faible, on laisse qu'un joueur sur lui, il n'y a pas de problème, bah, forcément sur les extérieurs, ça va obliger de concentrer plus d'énergie. Alors que si, tu vois, des mecs comme Dexter Lawrence, le nombre de fois où ils sont en double team sur lui, c'est vrai que forcément ça libère de l'espace ailleurs. Ah ouais, mais Et je vois pas comment est-ce que tu peux gérer ces trois gars
sans un minimum de 4 linemen. Ouais, C'est, c'est vrai que ça me c'est- paraît pas possible. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc là, ça nous donne Dexter Lawrence, Leonard Williams, Delvin Tomlinson, donc les 3 titulaires qu'on pourrait imaginer. Ensuite, Austin Johnson, BJ Hill dans la rotation. Et si on en prend un dernier pour que ça fasse 6 defensive line, tu prendrais qui? Le choix le plus logique, ce serait R.J. McIntosh, Ouais, alors, qui a c'est sa 3e saison, c'est ça? troisième Enfin, saison. C'est un backup defensive end. Il a eu 2 sacks l'année dernière mhm. en 12 matchs. Parce que après, tu vois, Nicolas Los, c'est un UDFA. Alors Ouais, ouais. à Puis moins qu'il, je voilà. pense pas qu'il fasse grand chose de sa petite fac. À mon avis, c'est un Ouais. coup qui tente, mais bon, on n'y croit pas trop Bah, non plus. et tu sais, Dartmouth, c'est comme Harvard, hein. Ils sont pas connus pour le football. Ouais, C'est c'est Mais sûr. et puis Chris Layton, on l'a drafté l'année dernière, il était en practice squad, mais il a rien fait, donc j'attends pas grand-chose de lui. Non, pareil. Pour moi, ça c'est Chris Layton, ça va rien donner du tout. Donc je suis assez d'accord avec toi. Écoute, je mettrais pareil que toi, je mettrais Jam McIntosh et ça me va très bien. Ok. Si on passe maintenant sur des joueurs un tout petit peu moins lourds, on va passer sur les linebackers. Alors là, c'est compliqué. C'est pas aussi facile. On en parlait juste avant aussi. C'est pas aussi facile que l'attaque, puisque en attaque, bah, les postes sont extrêmement bien définis. Mais en défense, c'est plus compliqué, puisqu'on va avoir. Alors maintenant, il y a un poste qui a été créé il n'y a pas longtemps, c'est Edge. Enfin, on appelle ça Edge. Donc Edge, c'est un mix entre un linebacker et entre un outside linebacker pardon et un D-line. Ensuite, tu as outside linebacker, mais quelle est la différence entre un outside linebacker et un edge? Franchement, pour moi, ça reste assez proche. Donc, on va faire les linebackers dans leur globalité. Je vais te les lire et puis on dira qui on met en inside et qui on met en outside. Mhm. Donc, alors, plutôt outside linebacker, on a Lorenzo Carter, Marcus Golden, on parlait juste avant, donc qui vient de signer un contrat ridicule, David Mayo et Ocean Jiménez. En tout cas, David Mayo, c'est comme ça qu'il le place. Moi, j'aurais plutôt mis en inside, mais bon, ils le mettent en outside sur le site des Giants. Ensuite, en ce qu'ils disent linebacker ou inside linebacker, il y a Blake Martinez, donc qui vient d'arriver Des Packers. de Green Bay. Et alors lui, inside linebacker, aucun doute, c'est le titulaire, ce sera, comme on dit, le quarterback de la défense, entre guillemets. Cam Brown, alors là, je vais te lire et je te vais te dire qui est rookie là-dedans. Cam Brown, rookie, qui a été pris au tour 6 de Penn State. TJ Brunson, rookie, round 7 de South Carolina. Carter Coughlin, rookie, round 7 aussi de Minnesota. Tay Crowder, rookie, round 7 également. Alors, on a pris beaucoup de mecs en round 7 parce qu'on avait beaucoup de gars, de tours, de choix au tour 7. Ensuite, on a Devante Downs, lui, je crois que c'est sa 2e ou 3e saison. 3e saison. Après, Ouais. on a Ryan Conley qui était une excellente surprise de l'année dernière et qui s'était malheureusement blessé. On était super déçus parce que je trouvais génial ce joueur. Kyler Fackrell qui vient comme Blake Martinez de Green Bay et un joueur qui s'appelle Josiah Tauefa qui, lui, je pense, va jarter dans pas trop longtemps. En tout cas, ça fait beaucoup de monde en linebacker. Qui est-ce qu'on prend là-dedans? Qui est-ce qu'on jette? Si on commence par outside, qui est-ce qu'on met en outside et qui est-ce qu'on garde? Alors pour moi en outside, donc Marcus Golden, aucun doute, titulaire. Ensuite, il y a Kyler Fackrell qui forcément a un contrat de 4,6 millions à justifier. On espère a priori, il devrait jouer plutôt strong side. Et on espère qu'en retrouvant son ancien coach de linebacker qui est Patrick Graham et en étant aux côtés de Blake Martinez, il puisse refaire une saison à 10 sacs comme il y a 2 ans. Il avait fait une super saison quand c'était Graham, son coach de linebacker. Il avait mis 10 sacs, effectivement. Donc tu vois, en fait, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, ce ne sont pas forcément des joueurs flashy, mais ce sont des joueurs suffisamment corrects qui, en combinaison avec une ligne défensive puissante que nous avons, peuvent faire très mal. Parce que si tu as 4 joueurs de ligne offensive sur les 3 D-line, bah, ça veut dire que tu as un OL sur Golden ou Fackrell, et celui qui n'est pas pris, il a au mieux un TE sur lui, enfin un tight end, ou sinon un running back, voire personne. Donc en fait, tu as forcément quelqu'un de libre dans cette affaire-là. Tu as forcément quelqu'un de libre. Et on n'a pas encore parlé des inside linebackers qui peuvent venir foutre le bordel. Dont Blake Martinez d'ailleurs. Voilà. Et puis si on doit regarder, donc ces deux gars-là, Fackrell et Golden, c'est évident. Et puis après, je pense qu'en backup, tu as Carter et Jiménez qui ont été draftés en 2018 et en 2019, chacun au 3e tour,
qui ont des profils assez similaires. Je sais pas Oui. ce que t'en penses, toi. Ouais, ouais. Alors Lorenzo Carter est peut-être un peu plus longiligne et un peu plus rapide peut-être. Mm. Ocean Jiménez un peu plus puissant. Mais Lorenzo Carter qui a été un peu en dedans la saison passée. Mm. Pas vraiment comme BJ Hill parce qu'il a continué à jouer. Il a commencé à être un peu meilleur en fin de saison notamment. Mais c'est vrai qu'on attendait un peu plus de lui. Par contre, Ocean Jiménez qui a mis 4,5 sacs l'année dernière alors qu'il a très peu joué. Je me souviens que j'avais entendu l'an dernier que les Giants avaient pensé vraiment faire une trouvaille avec ce joueur au troisième tour qui venait de Old Dominion, donc une toute petite fac, un peu comme on parlait juste avant, c'était qui le joueur dont on parlait juste avant Nico Lalos. C'est Old Dominion, c'est une petite fac, et pourtant parfois tu as des mecs qui sortent comme ça de ces petites facs-là, et donc Shane Jiménez, ils avaient estimé en tout cas que pouvoir l'avoir au troisième tour, c'était énorme, et ils étaient très contents d'eux, et 4,5 sacs pour un joueur qui a très peu joué, et bah écoute, c'est vraiment pas mal, et du coup, s'il prend plus d'importance dans la rotation cette année, alors effectivement, il va devoir se battre avec Kyler Fackrell et Marcus Golden, mais plus tu fais tourner, mieux c'est, hein. Les joueurs ils se fatiguent vite sur le bord du terrain et les rotations c'est extrêmement important. Donc effectivement, là en outside, on a Fackrell, Carter, Golden, Jiménez et qui nous manque? Personne, j'ai dit tout le monde. Mm. Ça me semble déjà suffisamment solide avec de la rotation. Ouais, et ben justement, en parlant de rotation, je pense que, je sais pas si tu as vu la conférence de presse de Patrick Graham. Moi, j'ai lu des extraits dans un article où, en fait, forcément, on l'a interrogé sur quel type de système il allait mettre en place. Oui. Et lui, il a dit, mais en fait, moi, je suis prêt à tout essayer. Du 4-3, du 3-4, du 3-2-5. Très bien. Et en fait, le fait d'avoir justement tous ces joueurs, en tout cas en edge rusher, qui peuvent intervenir de différentes manières. Tu vois, pour moi, Lorenzo Carter, par exemple, c'est plus un pass rush spécialiste. Je lui fais pas trop confiance pour défendre la course. Oui, je suis mais, d'accord. Oui, exact. mais sur un passing down, ça vaut la peine de le mettre sur le Oui, terrain. exactement. Non, t'as bien raison. Et bon, on va le répéter à chaque fois, mais le coaching staff va vraiment s'adapter en fonction du down, en fonction de l'équipe qui est en face. Donc ça, c'est très important. Et on l'a déjà dit aussi, mais je vais le répéter, ils vont entraîner les joueurs des deux côtés. C'est-à-dire qu'un corner qui joue à gauche sera aussi capable de jouer à droite. Un outside linebacker qui va jouer d'un côté pourra jouer de l'autre. Pourquoi pas peut-être en inside, etc. Ils veulent vraiment avoir le plus de possibilités pour surprendre l'attaque ou la défense adverse. Et c'est ce que tu disais, hein, ça colle à ce que tu dis. Hein. Ouais. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un peu parce que c'est bien, je pense, de vouloir avoir des joueurs qui sont polyvalents et qui peuvent un peu tout faire. Mhm. Mais à force de vouloir justement tout faire, t'as aucun joueur qui excelle dans son domaine. Donc, j'espère quand même que, certes, ils vont les utiliser de différentes manières, mais que Patrick Graham se dira, bon, bah, toi, t'es bon pour faire ça. On va exploiter ça. On va, tu vois, qu'on s'amuse pas. Mais c'est ce qu'ils sont dit. De toute façon, c'est ça. On va exploiter les forces de chacun. On va pas essayer de les coacher à l'envers de ce qu'ils savent faire, mais on va plutôt essayer d'aller vers. Mais ce que tu dis aussi, c'est effectivement, tu n'auras pas un élite quelque chose à un poste. Tu auras plutôt des joueurs corrects un peu partout. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais est-ce que, voilà, alors ça m'amène à une question parce que ça, c'est un débat que j'ai déjà eu. Est-ce que tu préfères, alors attends, faut que j'essaie de trouver un exemple qui est bien. Mais avoir une jambe en mousse ou des canards qui te suivent toute la vie. Voilà, ou boire un bol de morve tous les matins. Non. Est-ce que tu préfères avoir, mettons, allez, on va dire 4 linebackers. Est-ce que tu préfères en avoir un élite et 3 médiocres, ou est-ce que tu préfères en avoir 4 moyens, ou 3 moyens et un médiocre? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu préfères qu'il y ait vraiment un... Ou alors, effectivement, le mieux, c'est avoir 4 élites, mais c'est pas dans la question. Non, bien sûr, mais en fait, pour moi, médiocre et moyen, je le comprends de la même manière. Ça veut dire... Bah ouais, quelle est la différence pour toi entre médiocre et moyen? Médiocre, c'est un mec qui va jamais embêter l'attaque adverse, qui va jamais réussir à se frayer, tu vois. Typiquement, le mec où on peut les... Là, c'est mauvais, du coup. Oui, alors bon, je voulais dire mauvais, donc voilà. Ouais, ok, donc moi, je comprends ta question. Est-ce que je préfère 3 mauvais et un élite ou 4 moyens? Voilà, c'est ça. Parce que si tu m'avais dit 3 moyens et un élite, là je t'aurais dit bah forcément ça. Oui, évidemment, bien sûr. C'est vrai que bah, là en tout cas vu la composition de la D-line qu'on a et la qualité des joueurs qu'on a, on est clairement sur 4 moyens. Oui, mais moyen plus là quand même pour le coup pour la D-line. Mais là je parle plus de linebacker. Non, ce que je veux dire, pardon, excuse-moi.
Au niveau des linebackers, on ouais. est à 4 moyens. Oui, ouais, c'est ça. Au niveau de la D-line, on est plutôt bien passé. Je saurais pas te dire. Enfin, Mais en D-line, je pense que c'est plutôt des moyens plus qui, effectivement, c'est pas des élites, mais ça reste du haut du tableau quand même, du haut du panier, je pense. Ouais, voilà, j'allais dire, on n'est peut-être pas dans le top 5 des D-line, mais on est peut-être dans le top 6 ou le top 7. Et en termes de talent, en tout cas. Top 10, en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a de quoi faire. Mais après, tu vois, on n'a pas encore des élites, mais c'est pas impossible qu'un Oshane Jiménez explose un jour, tu vois, on n'en sait rien. Quelle heure enfin, je sais pas, moi je pense qu'il y a quand même, ça peut devenir des moyens plus s'ils sont très bien coachés, je pense. Je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, c'est des moyens, mais Marcus Golden, même s'il fait saison à 10 sacs, c'était pas flamboyant, il a quelques sacs qui sont faciles, mais il y en a toujours dans les saisons. Je pense qu'on a effectivement des moyens, mais le coaching staff va pas les amener à élite, évidemment, mais les amener à moyen plus, ce serait déjà très bien. Et là, du coup, ça devient plus compliqué pour l'attaque adverse de les stopper. Et en tout cas, c'est pas des joueurs où tu te dis, bon, comme on a pu l'avoir à certaines saisons linebacker, où tu te dis là, il y a vraiment personne, ça va être la dèche et qu'est-ce qu'on va foutre, quoi, tu vois. On n'en est pas à ce stade-là, j'ai pas l'impression. Ouais, je suis d'accord avec toi. Cette année, on a vraiment le sentiment d'avoir quelque chose de potable au poste de linebacker. Alors on a Carter Coughlin aussi qui joue plus sur l'extérieur et plus sur le pass rush. Est-ce que lui on imagine qu'il va être parce qu'il c'était un round 7, mais il y a du monde aussi là, hein, donc alors, il reste encore beaucoup de joueurs qu'on n'a pas cités. Hein. Et ben justement, avant de citer tous ceux qui s'orientent plutôt vers un poste de backup ou de special teamer, on fait les inside linebackers. Voilà, tout à fait. Bon, alors moi je te dis déjà Blake Martinez, David Mayo, pour moi c'est les deux titulaires qui ont montré des très belles choses. Mayo plus compliqué contre la passe, mais plutôt bon contre la course, voire très bon. Je crois que lui il est vraiment élite l'an dernier en niveau stats contre la course. Là pour le coup il est ultra élite. 80 plaquages, 82 plaquages, 5 plaquages négatifs. Enfin, pour perte. Et un pourcentage de plaquage assez énorme. Enfin, je sais plus quelle stat était impressionnante, mais il est vraiment dans le top. C'est peut-être PFF qui l'avait mis tu vois, dans les stats vraiment bons. Ah oui, Ryan Conley, je l'ai oublié, mais lui, s'il revient aussi bon qu'il était l'année dernière au moment où il s'est blessé, ça peut être vraiment cool parce que c'est un mec qui venait un peu de nulle part. Et qui, moi ce que j'adorais, c'était de le voir attaquer pleine balle. Il voyait le trou qui s'ouvrait, il rentrait. Il avait de l'instinct. Voilà, clairement. Exactement. On a déjà parlé de lui, mais c'était niveau instinct, il était très bon et moi j'adorais ce joueur avant qu'il se blesse. Ouais, alors justement, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Blake Martinez, David Mayo, titulaire ILB. D'ailleurs, c'est un peu surprenant que Mayo soit considéré comme outside linebacker alors qu'il a joué quand même ILB toute la saison dernière. Mais tu l'as trouvé, c'est où qu'il a été classé outside ? Sur le site des Giants. Ah bon ? Ah ouais, il me semble. Hein. Mais, je vais aller regarder. Mais bon, en tout cas, on est d'accord que c'est plutôt inside. Et Ryan Connelly, le problème, c'est qu'il s'est fait les croisés. Alors, se faire les croisés quand t'es linebacker, revenir de ça, c'est compliqué. Mais ça se remet bien, les croisés, non ? Je me suis jamais fait les croisés. Je crois que en fait, quand tu te fais opérer et que ta rééducation s'est bien passée, je pense que t'as pas trop de soucis. Je poserai la question à ma copine qui est kiné, elle me confirmera ça. Voilà. Après, justement, on peut se dire c'est qu'il s'est blessé tôt dans la saison, donc il a eu le temps de se remettre. C'est vrai. Mais j'espère qu'il a pu, parce que s'il est capable de revenir à son niveau d'avant blessure, comme tu dis, c'est une pépite parce que c'est un UDFA à la base, non? Si je dis pas de bêtises. Non, il était drafté 4 ou 5e tour. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Mais si on arrive à le mettre en rotation avec Martinez et Mayo, c'est génial. Oui. Mais en fait, plus on en parle, après je me hype beaucoup trop, mais plus on en parle, plus je me dis, waouh, mais on a une défense élite en fait, tous nos mecs sont bons et tout. Bon, c'est parce qu'on est un peu fan aussi, faut pas se le cacher. C'est sur le papier, mais en fait, il y a clairement un talent qui est là. On se dit qu'il y a quelque chose qui peut être fait, non, on attend de voir sur le terrain. Mais t'as l'impression que les pièces sont là, tu vois, c'est comme si tu ouvres une boîte de Lego, les pièces sont là, elles sont bien, et il faut les mettre bien, faut les former correctement pour que ça fasse un beau truc. Et là, moi j'ai vraiment l'impression que le facteur X cette année, ça va être le coaching staff, et que s'il est à la hauteur, on pourrait éventuellement faire quelque chose, si les matchs se jouent, évidemment. Donc là, on est d'accord aussi sur ces 3 titulaires à inside, il va nous rester du monde. Alors, il y a un mec qu'on peut mettre tout de suite de côté, pour moi c'est Devante Downs, un mec qui était pris en round 7 en 2018, qui a à peine joué et qui est arrivé là un peu par hasard. Idem pour Josiah Taoefa, pour moi c'est les 2 gars qui vont jarter. Et après sur nos 4 rookies linebackers, là il y a de quoi faire. Je pense qu'on ne peut pas rayer Cam Brown et Carter Coughlin, ça a l'air d'être les 2 mecs un peu sûrs du truc. Après TJ Brunson et Tuck Crowder, je les mettrais un peu en dessous et peut-être
Peut-être pour le practice squad. Peut-être en practice squad, pourquoi pas. Ouais. C'est vrai que c'est dur d'avoir un mec que tu as pris au 7e tour et de le prendre pas du tout. Enfin, ça m'étonnerait. Tu vas en faire quelque chose quand même. Après, au final, la différence entre un 7e tour et un UDFA, elle est Oui, minime. exactement. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, avec les 7 qu'on a cités en titulaire, enfin en tout cas en titulaire, et un joueur de rotation, enfin 3 joueurs de rotation, pardon. Ouais, c'est ça, on est bien à 7. Ça me semble pas illogique de garder Coughlin et Cam Brown. Après, il faut voir ce qu'ils peuvent faire. Hein. On les a pas encore vus aux entraînements. On attend de voir les comptes rendus d'entraînement pour voir ce que ça donne sur le terrain. Les linebackers, en général, les équipes en gardent entre 6 et 9. Ça dépend du nombre de D-line que tu as gardé aussi, mais ça peut monter jusqu'à 9. Donc, tu vois, ça peut effectivement aller jusque-là. 6 D-line, 9 linebackers, surtout pour une défense qui se veut être multiple, ça me semble pas déconnant. Ouais, effectivement. Je pense que ça peut coller, tout à fait. D'ailleurs, Tay Crowder, le dernier sélectionné de cette draft, on le rappelle, on l'avait déjà dit. Mais... Mr. Irrelevant. Mr. Irrelevant. Donc passons au... Alors là, c'est pareil, ça va être compliqué, puisque il nous reste les cornerbacks et les safeties, mais on en a qui sont listés en DB. Et donc, qu'est-ce que c'est un DB ? C'est à la fois un cornerback et un safety. Donc on va tous les lire et puis on va dire où on les met, parce qu'il y a des joueurs comme Julian Love, ça prête à discussion et c'est pas évident. Donc, je te lis d'abord ceux qui sont vraiment comme cornerback. On a Corey Ballentine, qui était rookie l'an dernier, James Bradbury, Grant Haley, Montre Artage, donc lui qui est un 2e année qui vient de Miami, Darnay Holmes, rookie cette année qu'on a drafté, qui vient de UCLA. Alors j'ai un appel de la Tunisie, je vais mettre ça en... Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? J'éteins ça, hop, pardon. Darnay Holmes, je disais. Julian Love, qui a joué... Alors, c'était la grande discussion de l'an dernier. Personne n'a compris pourquoi il n'a pas joué plus tôt dans la saison. Mais en tout cas, il a fini par jouer. Il a été très bon quand il a joué. Jaren Williams, undrafted free agent d'Albany. Et alors, j'ai mis entre parenthèses, DeAndre Baker, on en a parlé avant, qui ne va pas jouer. Et Sam Beal également. Donc, c'est 2 pièces manquantes qui font beaucoup de mal. Ensuite, on a qui sont listés en DB. Donc, potentiellement... à la fois safety ou cornerback. Alors sachant que c'est des postes qui sont quand même assez similaires et les joueurs qui savent jouer corner peuvent aussi jouer safety pour peu qu'ils aient appris le playbook. On a Asku Henry, donc, qui vient de XFL, ça c'était assez marrant, on l'avait vu, qui avait jeté un ballon sur un arbitre. Nate Ebner, qui vient des Patriots, qui joue surtout en special teams. Jacarius Landrews, qui est un undrafted free agent de Mississippi State. Et Chris Williamson, qui est un rookie qu'on a pris au tour 7 cette année, qui vient de Minnesota. Et enfin, dans les safeties, qui eux sont vraiment listés en safeties, et là il n'y a pas trop de discussion là-dessus, on a Sean Chandler, qui est en 3e année. Il me semble que tu l'aimais bien, lui, non ? Tu m'avais pas dit... Non, j'ai pas de souvenir de t'avoir. T'as pas d'affinité de ce... Bah écoute, voilà, tu l'aimes bien, c'est officiel à partir de maintenant. Xavier McKinney, qui est un rookie qui vient de Alabama, qu'on a récupéré au 2e tour. Et Jabril Peppers, le monstre. Putain, t'as vu les photos ? Le mec, on dirait qu'il a doublé de volume cette off-season, là, c'est ouf. J'ai mis les photos de lui sur le Twitter, c'est hallucinant, quoi. C'est pratiquement un linebacker. Ah oui, bah, c'est comme London Collins, hein, c'est des mecs, c'est des strong safety. Bah, de toute façon, strong safety, c'est hybride, t'es presque linebacker, sauf que tu joues un peu plus loin et t'arrives encore plus lancé, tu fais encore plus mal. Moi, c'est mon poste préféré en défense, je pense, strong safety, les mecs, c'est des cogneurs. Donc, alors, si on commence, qui on met ? On va commencer par les safety parce qu'il y en a un peu moins. Qui on met vraiment en safety là-dedans ? Peppers, Chandler, McKinney, ça y a pas de doute. Et si tu mets titulaire strong, tu mets qui ? McKinney free et Peppers strong. Les 2 titulaires, moi je suis d'accord. Et Sean Chandler sur le banc. Ouais, mais est-ce que Chandler justement, avec son expérience, a pas un peu plus de chances d'être titulaire free que McKinney ? Ouais, surtout que tu m'as dit que je l'aimais bien, donc maintenant. Ah oui, c'est vrai, tu le défends. Maintenant, je vais le défendre. C'est ton poulain. Quitte depuis à toujours. faire preuve de mauvaise foi, toute la saison, je vais le défendre. Non, je pense vraiment pas, parce que McKinney, ça a l'air pour le coup d'être vraiment un elite linebacker et on a de la chance qu'il soit tombé jusqu'au 2e tour et là, il va prendre la place de titulaire, je pense. Elite safety. À mon avis. J'ai dit quoi ? Elite linebacker. Elite safety, pardon. Oui, bien sûr. Elite safety. Moi, la question que je me pose, c'est Julian Love, où est-ce qu'on le met là-dedans ? Bah, tu vois, Julian Love, tout à l'heure, tu disais qu'il était DB, mais sur le site des Giants, sur le roster, il est bien listé comme CB. Oui, il est cornerback, exact. Comme cornerback. Donc, Love, je dirais a priori cornerback, mais capable de jouer safety s'il le faut.
Oui, oui, ça me va, ça me va. Ouais. Voilà. Et en fait, tu vois, moi en safety, tu vois, Ebner, même si on sait qu'Ebner, il va plutôt être en Special special teams. teams, Ouais. je le verrais bien aussi jouer quelques snaps en safety de temps en temps Mais parce que, il a peu joué safety chez les Patriots. Hein. ouais, mais Il n'a apparemment, pas eu beaucoup de snaps. c'est son premier poste, enfin, c'est son poste naturel, mais oui, on est d'accord que Ebner, c'est plus un special teamer que un défenseur. Ouais, complètement. Et du coup, ok, donc moi ça me va. Donc ça voudrait dire qu'on a que 3 safety et potentiellement un quatrième qui peut tourner à la fois safety et corner, c'est ça que tu dis. Ouais, ouais, on aurait 3 safety, et puis Ebner Et et Love, Asku Henry, il jouait quoi en XFL, tu disais? safety, mais il vient de XFL. Ouais, Enfin, est-ce que Asco Henry a à plus de sa place, chances quoi. qu'un Christian Angulo ou qu'un Malcolm Elmore pour rester dans le roster? Je ne sais pas. Attends, c'est qui ces mecs que t'as cités là? Bah, j'ai vérifié ce matin, t'en as un qui s'appelle Christian Angulo et qui est. Là, tu me sors des mecs à chaque fois, mais du chapeau, mais ils Yes. sont même pas sur le site. Bah, si. Christian Angulo. Alors attends, Voilà. parce que Ouais. je l'ai fait juste avant le. Il est d'Hampton. Il est quoi? Il est de l'université d'Hampton. Hampton. Et Ok. Elmore, non, Elmore, il n'y est plus. Donc, Elmore, Ah, oublie. Christian Angulo, DB. Effectivement, je suis passé à côté, tout à fait. Voilà. Heureusement que je suis là, hein. Qui c'est ce mec? Attends, il a 33 ans? Ah non, Ouais, numéro 33. Non, il non, est non, pardon, numéro c'est le numéro. 33. C'est le Ah, numéro 33. Ok, il a 23 ans. je vous Rookie. dis pas, Bon. on n'est pas aidé, hein. Non, bah ouais, mais j'ai pas le haut de la ligne, je vois pas ce que c'est. Donc C'est, effectivement, il est numéro 33 et c'est un rookie qui vient de Hampton. Bon, alors ça c'est. non, mais voilà. Alors, attends. Donc, on est d'accord. Sur les safety, on en a 3 qui sont sûrs. C'est Pepper, Chandler, McKinney. Ouais, Love peut venir pour faire un coup de main. Je pense oui. qu'il va être plutôt cornerback, surtout qu'en fait, on n'a pas DeAndre Baker, on n'a pas Sam Bill, donc on va avoir besoin de quelqu'un avec quand même de l'expérience, parce que si on fait une transition justement vers les cornerbacks, notre meilleur cornerback, a priori, c'est James Bradbury, qui a 5 ans Aucun d'expérience. doute. Qui vient Voilà. d'arriver de Donc on attend des beaucoup de Panthers. lui. Mm. T'as Corey Ballentine qui en est à sa 2e saison. Julian Love Qui a eu du mal l'an dernier, Ballantyne quand Voilà. même. Hein. Mais parce que l'an dernier, ils l'ont fait jouer à l'intérieur, alors que c'est plutôt un mec d'extérieur a priori. Donc Ouais, ça, voilà. je pense que ça corrige. Voilà. Et puis il y a Grant Haley qui en est sa 3e saison chez les Giants, Ouais. qui a été titulaire 3 fois l'année dernière. Et qui a Euh, été assez mauvais à chaque fois qu'il a joué, ouais, sauf ouais. contre la course. Donc, euh, donc en fait, pour le cornerback, c'est peut-être l'un des postes où je suis le plus inquiet parce que C'est on sûr. va dire Bradbury, Love Ballentine sur les côtés, hein. Darnay Holmes à limite en nickel. Ouais, Darnell Holmes, oui, je pense, tout à fait. Ouais, Et puis après, Haley parce qu'il a de l'expérience, mais bon, hein, je suis pas ultra convaincu. moi non plus. Là, ça nous fait combien? Alors attends, si on met Peppers, mec, en tout, les DB en général dans les équipes, il y en a entre 9 et 11. Ouais, Donc là, ça nous fait Peppers 1, McKinney 2, Chandler 3. Toi, tu mets Nate Ebner 4. ouais. Ensuite, les autres, là, ceux que j'ai cités en DB, on les met nulle part. Même le Chris Williamson, round 7, pour l'instant, nulle part. Jacarius Landrews, alors lui, undrafted, on n'en parle même pas. Asco Henry, on le met de côté aussi. Mm. Donc j'étais à combien? 1, 2, 3, 4. 5, Julian Love. 6, James Bradbury. Mm. 7, Corey Ballentine. 8, Grant Haley. Mm. Et là, on a dépassé, j'avais dit 9 à 11. Ah non, on est que à 8. T'as pas dit Holmes? 9 Darnay pour... Holmes, 9. Voilà, donc on a le minimum, on en a 9. Il n'y a pas moins de 9 en général dans les équipes NFL. On en a signé un qui arrive, qui a juste joué une saison, il a joué 4 matchs à Miami, c'est Montré Artage. Montré Artage, ouais. Artage. Alors lui, qu'est-ce que ça vaut? On n'en sait rien. Là, après, c'est dur de se prononcer parce que surtout que vu que la presse n'est pas autorisée à aller dans le training camp, on n'a aucune info, on n'a rien du tout. Donc là, c'est dur. Mm. Donc on peut estimer quand même qu'au-delà des 9 qu'on a cités, c'est assez probable qu'il y en ait un de plus qui soit récupéré quand même. Ouais, 1 ou 2, ça m'étonnerait pas. Sachant que peut-être on peut signer aussi quelqu'un. Il y a encore il y a des mecs comme Akib Talib qui sont encore dispo et tout. Donc bon, ce serait. Attends, Je dis pas qu'on va payer des gars comme ça, mais Akib Talib, il est en déambulateur, quoi. c'est vrai qu'il a 74 ans maintenant, non, mais tu peux aller quand même peut-être choper un gars qui est un peu, pas forcément qui est meilleur, mais qui a un peu d'expérience. Ouais, Je non, pense que là, il faudrait quand même un peu d'expérience. Hein, ouais, non, mais je pense qu'ils sont clairement en recherche. Là, si tu regardes, t'as McKinney, rookie,
Julian Love, deuxième saison. Darnay Holmes, rookie. Corey Ballentine, deuxième saison. Grant Taylor, troisième saison ou quatrième saison. Ouais, il nous faut Jabril l'expérience. Peppers, qui est sa troisième ou quatrième saison. Quatrième. Sean Chandler, ouais, tu vois, ça fait quand même des mecs qui sont au max. Le plus âgé, ça doit être Bradbury, il a combien de saisons 4-5, je sais même pas. Il en a 5 et Nate Ebner, bon alors ok, Ouais, mais c'est alors bon. lui, c'est pareil, il Il a a, 58 ans. il en a 9, ouais, donc mais on va dire que ok, on va arrêter de considérer Ebner comme un DB, c'est un special teamer Oui, pour, oui, c'est voilà. sûr. Ouais. Mais ouais, non, c'est à part Bradbury, c'est le néant. Mais bon, en même temps, Sam Beal, c'était sa 3e saison et DeAndre Baker, c'était sa 2e saison. Donc de toute manière, on avait un problème d'expérience dans cette Dans exploit. tous les cas, voilà, le gros problème pour moi, c'est le problème d'expérience. Sur la qualité des joueurs, ce sera à voir. Mais s'il y a un poste, en tout cas, moi, qui me fait un peu flipper, et c'était déjà le cas l'an dernier, c'est le poste de cornerback, clairement. Après, c'est pour aussi faire le lien à ce qu'on disait tout à l'heure sur la D-line et sur les linebackers. Si tu as un front seven qui est capable de mettre suffisamment de pression sur le quarterback, tu peux t'en tirer avec une secondary qui est pas élite. Exact. La saison 2007, on avait un front seven qui était excellent, mais derrière, Aaron Ross, Corey Webster, ouais, ils étaient bons, mais c'était rien d'exceptionnel non plus, quoi. On avait Sam Madison qui était ultra vieux, et on s'en est bien tiré. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. De toute façon, il va falloir défendre en équipe, hein, et c'est ce que prône notre head coach. Donc espérons qu'ils arrivent à mettre ça en place. Bon, en tout cas, voilà, je pense ça reste quand même la faiblesse. Alors, même si je pense safety, si McKinney et Jabril Peppers arrivent à ne pas se blesser cette saison, ça peut tenir la baraque, mais c'est plutôt au niveau corner où il peut y avoir un problème. Surtout sur l'outside. Autant en inside, Julian Love, Darnay Holmes, ça peut tenir vraiment la baraque. Mais sur l'outside, s'il arrive un pépin à James Bradbury, là, ça va chauffer, hein. Là, ça va être tendu. Ouais. Mais en tout cas, avec McKinney et Peppers, on a quand même des gros playmakers, je pense. Ouais, c'est vrai. J'ai pu regarder un peu plus de vidéos sur McKinney et putain, Ouais, il est lourd, hein. ça fait rêver, quoi. Ça fait Ouais. rêver. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, je mets ma pièce sur lui pour être notre meilleur défenseur, De l'année notre meilleur rookie. Ah oui, ouais, c'est Notre, possible. notre meilleur rookie. Parce que je pense que Andrew Thomas, beaucoup de talent, mais c'est plus difficile pour un O-line d'avoir un impact très Tout de rapidement. suite, ouais, exact, je suis d'accord. Peut-être dans la saison 2 ou 3, il sera. Voilà, il faut voir un peu sur le long terme sur les O-line, ouais, je suis d'accord. Ok, bah écoute, on a fait le tour. Ah non, tu voulais parler des special teams, c'est vrai. Ouais, J'avais vu que faut juste en parler 2 secondes parce que surtout en plus il y a une nouvelle. Aldrick Rosas qui avait été arrêté à la suite d'un hit and run, un accident de voiture, il avait fait un hit and run, a été coupé par les Giants, notre kicker. Alors déjà en plus il sortait d'une saison qui n'était pas terrible où il loupait Ah oui. des kicks faciles et on l'a remplacé par Chandler Catanzaro. Catanzaro, c'est ça, qui était chez les Jets récemment. Les Jets n'étaient pas mécontents de s'en séparer, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Ouais. Et puis après, pour le reste, c'est Riley Dixon qui en est à sa 3e, au poste de punter, qui en est à sa Qui a fait 3e une saison. super saison l'an dernier. Ouais, on avait besoin d'un punter tellement on était mauvais. Voilà, et pour le poste de long snapper, c'est Casey Kreiter qui avait passé 4 saisons chez les Broncos avant d'arriver chez nous. Bon, long snapper, en général, enfin, les mecs, s'ils font leur taf, tu vois, t'as pas des élites long snappers non plus, quoi. Bah si, alors, C'est ça que si. des aussi, oui, d'accord. Ouais, non mais c'est pas que je veux faire mon homer, mais le truc c'est que le long snapper c'est un peu le poste ingrat où on entend parler de toi que quand il se passe une merde. Ah bah, Et, complètement. Oui, c'est vrai qu'on va pas te faire des highlights de tes meilleurs long snaps, puisqu'ils sont tous les mêmes et ça se passe très souvent bien. et voilà. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Dee aussi, c'est non seulement tu pouvais compter sur lui, il était là, mais il se contentait pas de snapper. Il snappait, il bloquait, et puis après il courait au fond du terrain pour aller plaquer le gars, et il était souvent le premier à toucher le porteur du volet. Enfin, dans les premiers à toucher le porteur du ballon. Donc, Oui, c'est vrai. Kreiter a un gros poste quand même à tenir, et c'est pas donné à tout le monde d'avoir un long snapper que tu gardes pendant plus 10 ans. Ah bah oui, c'est sûr que quand c'est pas un problème, quand tes long snaps se passent bien. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même. Tu vois peu de différence dans le niveau des gars. Tu vois, un mec qui fait un bon long snap, bon, bah il fait un bon long snap, et puis voilà, Ouais, voilà, c'est moins évident que d'autres postes.
Ouais, non, mais c'est sûr que ça a pas autant d'impact qu'un cornerback ou qu'un quarterback. Je dis pas le contraire, mais on connaît. En plus, tu sais très bien, j'en parle à chaque épisode, on sait très bien que les special teams, ça a son importance. Tu veux raconter l'histoire pour la 28e fois ou... De Matt Dodge? Non, Ouais. allez, C'est la spéciale. allez aux épisodes précédents, je crois que j'en parle à chaque fois. Je souffre d'un syndrome post-traumatique de ce match. Non, mais bon, voilà. Et puis, il faut pas oublier que aussi notre head coach, c'est un ancien special team coach. Donc, forcément, il va prêter un peu attention à ça. Exactement. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a bien couvert le sujet en tout cas. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on clôture cet épisode? J'espère avoir tort sur mes prévisions pour la saison. Moi aussi. De tenue de saison, j'entends, hein, parce que tout ce que j'ai dit sur les joueurs sur lesquels on est plutôt d'accord, toi et moi, j'espère bien que ça se réalisera. Parce que dans les autres sports, au final, baseball, ils ont eu quelques soucis, mais ils continuent à jouer. Après, ils sont tous dans une bulle plus ou moins. Basket, ils sont dans une bulle, ils voient pas leur famille ou quoi, donc ça, c'est un peu spécifique. Hockey sur glace, je suis pas sûr, je suis pas trop. Mais foot américain, le truc, c'est que ça implique tellement de monde, plus que dans les autres sports, que ça, potentiellement, ça... Ouais. Ouais, complètement. Et puis en plus, là, il y a apparemment des difficultés au niveau universitaire. On sait toujours pas si... il y a des équipes qui joueront pas, elles l'ont déjà dit. Ouais, donc t'imagines tous les gars qui auraient pu être éligibles à la NFL dès cette année, qui se sont dit non, j'attends l'année prochaine pour avoir plus de chances d'être drafté haut. Ah bah là, ils l'ont dans l'os. Hein. Ah la vache, ouais. C'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer, quoi. C'est vraiment en avance. C'est quand même historique, hein, ce qu'on est en train de vivre, et je sais pas comment on en parlera dans 10 ans. J'espère qu'on en rigolera. Plus qu'autre chose, mais bon. Ouais, on verra bien. Bon. Non, ouais, tout à fait. En tout cas, ne pas avoir de NFL cette saison, ça me manquerait vraiment beaucoup. Ce serait très compliqué. Bon, écoute, je te remercie. On va s'arrêter là. N'hésitez pas, comme on l'a dit en début d'épisode, à vous abonner à la page YouTube et également à la page Twitter. Tu peux nous rappeler si tu veux ton Twitter, Thiergo? THIERGOW. @Thiergo, voilà, simplement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, mais il y a quelque chose sur laquelle on n'insiste pas assez en fin de podcast, c'est que bien entendu, si les auditeurs ont des questions ou veulent qu'on aborde des sujets, faut nous envoyer des tweets. Ah, t'as raison, effectivement. On pourra en faire un tweet pour poser et demander aux gens s'ils ont des questions, ce serait une très bonne idée. Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à poster des commentaires, ça nous fait monter dans les référencements, c'est bien. Ouais, tout à fait. En plus, ça nous rapporte 0 argent, donc c'est excellent. Voilà. Peut-être qu'un jour, on aura des millions d'abonnés et qu'on gagnera des millions de dollars, ça sera top. On vivra du football américain. On aura une pub de MMA à l'entrée, enfin avant le générique d'entrée du podcast. Ah, ce serait trop cool. Ah, ce serait top. MMA et Conforama. Ce serait génial. Bon, allez, je te remercie. Bonne soirée à toi. Bon courage pour cette chaleur intense. On va réussir à surmonter ça. Moi, je vais aller prendre une bonne douche. Et puis, on se retrouve à bientôt pour le prochain podcast. Allez, à bientôt. À plus.